Bonjour, nous allons terminer le chapitre 4 de physique sur le mouvement des planètes et des satellites. Je fais d'abord un rapide retour en arrière sur ce qui était à savoir sur la vidéo précédente. Donc, les expressions qui ont été encadrées à chaque fois ne sont pas à prendre, je l'avais déjà indiqué pour le vecteur accélération. Donc, vous ne devez pas connaître par cœur cette expression de la vitesse, ni cette expression de la période de révolution, mais toutes les relations sont à savoir redémontrer. D'ailleurs, dans les sujets de bac, classiquement, ce sont ces choses-là qu'il faut demander. Donc, ça va vous demander un apprentissage dans un premier temps, puisqu'il va falloir écrire sans doute plusieurs fois les démonstrations pour bien les connaître. Mais ensuite, il y a finalement assez peu de pièges possibles dans ce genre de d'énoncé, puisque les questions devraient rester assez proches de ce que l'on a vu en classe. Alors, je finis ce chapitre donc avec un cas particulier. Donc, dans les démonstrations que j'ai faites avant, j'envisageais plutôt des planètes qui tournaient autour du Soleil, par exemple, ou d'un astre attracteur. En fait, tous les résultats qu'on a vus là sont évidemment transposables dans le cas d'un satellite qui tournerait autour d'une planète, qu'il s'agisse d'un satellite naturel ou d'un satellite artificiel. Et donc, je considère à part le cas des satellites, notamment les satellites géostationnaires. Donc, étymologiquement, géostationnaire, ça veut dire qui reste fixe, immobile, mais par rapport à la Terre. Ce qui ne veut pas dire qu'un tel satellite ne bouge pas, bien au contraire, puisque la Terre tournant autour de l'axe de ses pôles, si on souhaite avoir un satellite qui reste toujours à la verticale d'un même point de la Terre, il va bien sûr falloir que ce satellite tourne également lui-même. Bon, donc, vous devez connaître la définition d'un satellite géostationnaire. Donc, il est immobile, mais dans le référentiel terrestre, donc il va toujours rester à la verticale d'un même point du globe. Et vous devez savoir quelles sont les conditions à réaliser pour qu'un satellite mis en orbite autour de la Terre soit géostationnaire. Alors, il faut d'abord qu'il se trouve dans le plan de l'équateur, et puis il faut qu'il fasse un tour complet pendant une durée égale à la période de révolution de la Terre, c'est-à-dire en 24 heures. Alors, je vous propose pour terminer de retrouver l'altitude des satellites géostationnaires. Donc, en plus des deux conditions que je viens de donner, on peut montrer que l'altitude d'un satellite géostationnaire est d'environ 36 000 km. Donc, essayez de le chercher par vous-même. Vous pouvez faire une pause maintenant sur la vidéo. Et si vous avez fini votre calcul, ou si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide, vous prenez le corrigé qui est ici. Donc, j'ai repris l'expression pour la période de révolution, en l'occurrence celle qui est au carré. Attention ici, pour le rayon de l'orbite circulaire, c'est bien le rayon de l'orbite, donc entre le centre de masse du satellite et le centre de la Terre. Donc, il faudra additionner le rayon de la Terre, qui est une donnée tabulée, qui vaut 6378 km, et l'altitude qu'on note h en général pour le satellite. Donc ici, on cherche l'altitude h. Je n'ai pas indiqué les valeurs numériques puisque vous pouviez les chercher vous-même. Donc grand G était fourni un peu plus tôt dans le cours, on connaît sa valeur. La période de révolution de la Terre est de 24 heures, mais il fallait penser à convertir en secondes. Et vous deviez chercher la valeur de la masse de la Terre et du rayon de la Terre. Donc la masse de la Terre doit être en kilogrammes et le rayon de la Terre, 6378 km, qu'il faut penser à convertir en mètres. Donc quand vous faites le calcul, alors vous avez le rayon de la Terre plus l'altitude h au cube égale à g fois la masse de la Terre fois le carré de la période de révolution sur 4pi au carré. Vous pouvez prendre une racine cubique. Alors racine cubique, c'est équivalent à une puissance 1 tiers, tout comme une racine carrée est équivalent à un exposant 1 demi. Donc on prendrait la racine cubique ici pour qu'il reste rt plus h, et si vous voulez h tout seul, il faut retrancher le rayon de la Terre. Et effectivement, quand vous faites le calcul, on trouve en gardant deux chiffres significatifs, 36 fois 10 puissance 6 mètres, c'est-à-dire 36 fois 10 puissance 3 km, donc bien environ 36 000 km. Je ne vous demande pas de chercher l'exercice qui est noté ici, on le fera en classe, ça permettra de vous expliquer certaines choses. On travaillera aussi sur des analyses dimensionnelles, notamment pour G ici, même si j'avais noté une unité un peu plus tôt dans le livret de cours. C'est bien d'être capable de refaire une analyse dimensionnelle, et je vous ferai également travailler sur une autre question ouverte, mais pour le moment ce n'est pas ce que j'attends de vous. Donc vous devez avoir complété votre cours avec les différentes démonstrations, notamment que moi j'ai indiquées. Toutes les démonstrations sont à connaître. Les définitions qui sont à savoir. Alors il faut bien sûr connaître la loi de gravitation universelle, je l'avais indiqué dans la première vidéo. Vous devez donc être capable d'appliquer la deuxième loi de Newton pour retrouver l'expression du vecteur accélération. Vous devez être capable de retrouver l'expression des accélérations normales et tangentielles, et donc
en procédant par analogie, trouver que la vitesse est constante et trouver par ailleurs l'expression littérale de la valeur de la vitesse. Vous devez connaître la définition de la période de révolution, retrouver son expression et être capable à partir de celle-ci de retrouver la troisième loi de Kepler. Il faut pour finir connaître la définition d'un satellite géostationnaire, connaître les conditions que doit vérifier un satellite pour être géostationnaire et être capable de faire le genre de calcul tel que celui qui est en page 5. Alors pour finir, j'ai noté un récapitulatif, comme on l'avait fait dans le chapitre précédent. Donc, quand vous voulez étudier le mouvement d'une planète autour d'un astre attracteur ou d'un satellite autour d'une planète, vous commencez par définir le référentiel dans lequel vous travaillez. Donc, ce sera un référentiel dit astrocentrique. Par exemple, si on étudie des satellites tournant autour de Jupiter, on va dire que c'est le référentiel jupitérocentrique. Vous ne trouverez pas ce terme dans un dictionnaire de langue française, c'est plutôt utilisé en physique, mais dans une copie de physique, bien sûr, vous avez le droit d'utiliser cet adjectif. Ensuite, on travaille toujours avec le repère de Freinet, donc bien sûr, l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet, qui était noté ici, qu'on a vu dans le chapitre précédent, est à connaître par cœur. À partir de cette expression de l'accélération dans le repère de Freinet, vous appliquez la deuxième loi de Newton pour trouver les coordonnées du vecteur accélération, et vous en déduisez l'expression de l'accélération normale et de l'accélération tangentielle. Alors vous trouverez que l'accélération tangentielle est nulle, et que donc la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle, et que la vitesse est constante, et en prenant l'expression de l'accélération normale, vous trouverez l'expression du carré de la vitesse, puis de la valeur de la vitesse. À partir de ça, vous pouvez également retrouver l'expression de la période de révolution. Donc voilà ce que vous avez à retenir pour ce chapitre. Refaites bien donc vos démonstrations. Elles ne sont pas forcément triviales. Donc écrivez-les, ne vous contentez pas de les relire sur le polycopier de cours, ça ne suffira pas.